Céline et Boris, on est fondateurs d'un groupement qui regroupe aujourd'hui l'association ici et 2 coopératives là-haut. On va essayer d'entretenir un dialogue en 3 actes, en essayant de vous raconter un peu l'histoire que racontait Benditch sur ce parcours étudiant jusqu'aujourd'hui, notre pratique actuelle. Donc 3 actes avec un récit de ce qu'on fait ou de la manière dont ça s'est monté et une réponse sur les pistes que cela nous laisse entrevoir pour la chaire et puis de manière générale cette réflexion sur notre pratique. Nous sommes les doux rêveurs que décrivait Cyril tout à l'heure, Olivier, pardon. Et donc nous avons essayé d'accomplir ce rêve avec des hauts et des bas et on va essayer de vous raconter ça. On représente le groupement là-haut et ici, donc l'association Loi 1901 ici, et là-haut qui est une scope d'architecture et une scope de menuiserie, donc 3 structures. Et donc on représente 7 architectes de formation. Donc premier acte, c'est donc ce que présentait Benditch, notre diplôme et la création de notre association. Donc on s'est tous rencontrés à l'école de la Villette, où on a été accueillis dans une école plutôt permissive, qui nous a permis d'avoir des premières expérimentations et des premières expériences ensemble qui n'étaient pas forcément liées à des projets, mais monter une association étudiante, monter une cafétéria autogérée, voilà, des choses comme ça. Et donc, quand est venu notre diplôme, on est 5 à s'être dit qu'on voulait faire ce diplôme ensemble. Et on avait envie, en fait, que ces quelques mois passés, donc 5 cerveaux, 5 corps pendant quelques mois, qu'on pouvait mettre à disposition de quelque chose, on avait envie que ça serve à la fois quelque chose de concret dans le monde, ou dans une toute petite partie du monde, et que pour nous, potentiellement, ça puisse être quelque chose qui nous permette de nous projeter dans l'avenir et commencer un projet professionnel. C'était une idée peut-être un peu ambitieuse à ce moment-là, mais qu'on a voulu mettre un peu à l'épreuve de ce diplôme, en fait. Et donc voilà, on s'est lancé dans ce diplôme. On a trouvé un professeur aussi qui était assez ouvert à des formes de diplôme un peu différentes. Et donc on a été sur le territoire de l'île Saint-Denis. On a choisi ce territoire parce qu'il était avant tout accueillant et que, sans bien le connaître au début, il nous semblait intéressant, un petit territoire dans la métropole du Grand Paris qui a plein de petites singularités. Et donc voilà, on a commencé à faire une résidence sur l'île Saint-Denis, à rencontrer tous les acteurs qu'on pouvait rencontrer et à développer des micro-projets. Et donc, au terme de ce diplôme, on a plus ou moins réussi à se créer une commande, puisqu'il y avait un besoin sur ce territoire d'architectes et de créer une association en fait, pour répondre à ces petits projets qu'on avait commencé à amorcer. Et donc, on a créé l'association ici et on a commencé à développer des projets. Fin de l'acte 1. Les pistes que ça laisse entrevoir pour nous, c'est à quel point l'indéfinition est favorable dans une école. Est-ce qu'il faut avoir un cahier des charges pour l'expérimentation ou est-ce que l'expérimentation, c'est le moment où on écrit ce cahier des charges-là? Pour nous, en tout cas, ça a été le cas. Ça pose aussi beaucoup la question de la forme du laboratoire qu'on a pu étudier aussi, nous, à travers nos mémoires. Ce laboratoire, est-ce que c'est un laboratoire ex situ qui amène des éléments, qui les coupe de leur environnement et qui crée une expérience avec? Ou est-ce que c'est un laboratoire in situ qui se forme autour de ce qu'on va trouver sur le territoire et qui va être très protéiforme? La forme de ce laboratoire, nous, on la voit évidemment plutôt de manière située, et ça a été le cas de l'île Saint-Denis, parce qu'elle permet cette approche écosystémique, c'est-à-dire de pouvoir penser le projet comme un tout et avec tous ces éléments qui interagissent entre eux. Et ça, c'était tout notre travail de diplôme. La deuxième piste qu'on entrevoit, ou la question, c'est qu'est-ce que cela doit produire l'expérimentation? Et ça a été une grande lutte, nous, dans notre diplôme, c'est-à-dire d'arriver en face d'un jury et puis de lui dire on ne va pas vous présenter un projet. C'est assez compliqué, on ne va pas vous présenter des plans, puisqu'on est de toute façon aussi jugé là-dessus, normalement, sur notre capacité à représenter graphiquement quelque chose. Donc on est encore dans cette représentation-là. Donc c'était pour nous de se demander quel produit, et on est plutôt en faveur, ou en tout cas sur une hypothèse qui serait que notre formation et notre diplôme doit nous servir à acquérir des savoir-faire, peut-être plus que des connaissances ou des certitudes, et que c'est plutôt une gymnastique qu'on doit pouvoir avoir, et que l'expérimentation permet de tester cette gymnastique-là, c'est un entraînement. Et donc acte 2, donc l'association ici est créée, et on commence à développer des projets, pas mal de demandes de subventions, de toutes ces choses-là.
On continue en fait notre résidence sur l'île Saint-Denis, dans le quartier sud de l'île Saint-Denis, qui est le quartier qui nous a semblé, pendant cette étude qu'on a menée sur le diplôme, être le plus intéressant, notamment parce qu'il était un petit peu abandonné et qu'il y avait un projet de rénovation urbaine qui commençait. Et donc, c'est aussi le sens de notre présence dans ce quartier, ça a été d'accompagner cette rénovation urbaine et de faire participer les habitants du quartier à cette rénovation. Donc on a continué la permanence et on a monté en fait un lieu associatif dans le quartier, enfin un petit peu mixte. On a ouvert le pavillon en chantier avec la commune, la municipalité de l'île Saint-Denis, et donc qui a été un lieu où on a pu développer pas mal de projets et expérimenter aussi sur le cadre bâti, puisque c'était un pavillon, une maison d'habitation qui était un peu abandonnée. Et donc il y a eu une partie de rénovation avec des expérimentations sur des techniques constructives, faire des chantiers pédagogiques autour de la terre, d'un mur en pisé, ou voilà, des choses comme ça, travailler sur du réemploi. Donc voilà, ça a été, ce lieu de quartier a été un petit peu un support d'expérimentation et de pédagogie. On a développé aussi un travail pédagogique dans l'école du quartier qui est entré en processus de rénovation. Et donc là, peut-être Céline, tu pourras en parler un peu mieux, mais c'est notamment Céline qui a beaucoup travaillé sur ce projet. On a, durant 3 années, animé des ateliers pédagogiques sur des espaces de l'école qui allaient être retapés dans le cadre de cette rénovation. Et on a fait en fait de ces ateliers pédagogiques avec les enfants de l'école des projets auxquels ils ont pu participer eux-mêmes en partie. Toute cette phase-là, ça a été un petit peu de se mettre au service d'un territoire et d'expérimenter pour nous aussi, d'aller un peu plus loin que ce diplôme et de voir comment on arrivait à travailler ensemble et sur quelles valeurs on arrivait à s'entendre aussi tous les 7 et quelle était un petit peu notre identité commune. Cette identité, nous l'avait définie comme architecte de quartier, c'est-à-dire cette mise au service d'un territoire, donc un peu particulière, et de se demander si c'est réellement de l'expérimentation ou s'il s'agit d'un ajustement plutôt. Parce que finalement, ce temps que l'on s'est donné, que le territoire nous a donné et qu'on a été chercher, c'est le luxe du temps dont on parlait en introduction, et ça fait écho, nous, en tout cas, à ce dont on voit dans notre pratique quotidienne. Avoir le temps, c'est un luxe. C'est ce temps de pouvoir forger des savoir-faire qui intègrent la complexité. C'est aussi le temps donné à un groupe de professionnels de constituer un socle commun d'outils, de pratiques et d'idéologies, ce qui ne va pas toujours de soi. On ne comprend pas forcément les outils des autres professionnels et on a besoin de travailler ensemble pour se sentir, pour avoir de l'empathie l'un envers l'autre et pouvoir mieux se comprendre dans notre pratique. C'est aussi bien sûr le temps de la remise en question de la commande. Donc poser des questions et se demander s'il faut construire ou s'il ne faut pas construire. Et si la commande demande de construire, il n'est peut-être pas nécessaire de construire. Et tout tas de questions. Et puis du coup, c'est de se savoir si on est plutôt là pour ajuster. Si on voit le projet dans une démarche frugale, finalement, arriver sur un territoire avec cette expérimentation, l'expérimentation, elle permet juste de pallier à la standardisation, au fait de ne pas arriver avec un projet déjà tout ficelé ou une idée en tête, mais d'avoir le temps de pouvoir l'ajuster aux ressources qu'on va trouver localement, aux idées qu'on va trouver localement et à ce qui existe. Et en fait, l'expérimentation est juste là pour ça, pour pouvoir ajuster notre action. L'autre piste qu'on voit, ou plutôt une énorme question, c'est quelle place on doit prendre quand on va être au service d'un territoire. Est-ce qu'on doit compter sur de la main-d'œuvre étudiante gratuite parce que c'est le seul moyen de pouvoir financer ou permettre d'avoir une expérimentation forte avec beaucoup d'énergie. Est-ce qu'il faudrait aller vers un service public d'architecture qui soit accessible aux citoyens? Est-ce qu'il faudrait des antennes de CAUE municipales qui puissent dessiner des propositions, qui puissent réellement agir et qui ne soient pas juste force de conseil? Ça peut aussi re-questionner la privatisation de la maîtrise d'œuvre. Ça, on en est venu ensuite en accédant à la maîtrise d'œuvre. C'est notamment quelque chose que défend Emmanuel Pézerès, qui travaille à la ville de Rosny-sous-Bois. Faut-il privatiser l'architecture? Pourquoi a-t-elle été privatisée? Lui, en tout cas, fait le parti d'être technicien au service de la ville et donc employé par la ville de Rosny-sous-Bois et de faire de la maîtrise d'œuvre en interne. C'est une grande question aussi. Ça permet en tout cas d'inscrire cette continuité. Pour introduire le troisième acte, c'est vraiment cette question de comment on s'inscrit dans un territoire
en pouvant articuler expérimentation et maîtrise d'œuvre. Et donc oui, le troisième acte, c'est comme on arrive à la structure qu'on a aujourd'hui à trois têtes. En parallèle de cette expérience qu'on vous a présentée avant, les uns et les autres, les 7, on a continué à se former aussi à d'autres choses. Et donc on a par exemple Céline qui s'est formée un peu plus au graphisme et à la sérigraphie, à l'illustration. Jérôme et Lise qui sont menuisières, qui ont fait ça après leur diplôme d'architecte. Clément qui est chaudronnier. Et on est 3 à avoir passé notre HMO. Et donc, on est arrivé à un moment, on s'est réunis et on s'est dit qu'on voulait continuer à faire un projet ensemble, ce même groupe. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait faire et comment on pouvait structurer notre activité pour aussi en vivre. Et donc, peut-être dépasser un petit peu le statut associatif qu'on avait, qui nous a permis beaucoup de choses, mais qui ne permettait pas à ce moment-là de se salarier à 7 et de faire les différentes envies qu'on avait les uns et les autres. Et donc, on a constitué cet ensemble. On était un petit peu héritier des collectifs d'architectes, mais avec la petite donnée en plus qui était qu'on voulait faire de la maîtrise d'œuvre et être inscrit à l'ordre. Et donc, il y avait beaucoup de contraintes qui arrivaient de ce simple fait. Et donc contraintes réglementaires, contraintes d'assurance, contraintes de l'ordre et contraintes du salariat. On en arrive à avoir 3 structures. Donc l'association ici, loi de 1901, qui aujourd'hui est beaucoup plus un organe de recherche et d'expérimentation. Par exemple, le projet, l'exposition Travaux d'école, qui est exposée en ce moment à Saint-Pierre-des-Corps et qui est une exposition une recherche sur le lien qu'il peut y avoir entre la rénovation du cadre bâti des écoles et en faire un support pédagogique. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'activité de l'association. Ensuite, la SCOP d'architecture, qui, elle, va plus faire de la programmation et de la maîtrise d'œuvre, et qui donc a le titre d'architecte, mais qui ne pouvait pas être une association de ce fait. Et la SCOP donc SCOP, c'est Société Coopérative, la SCOP de menuiserie, qui devait, elle aussi, être distincte de la société d'architecture, du même fait des contraintes de l'ordre et pour des raisons d'assurance. Qui, elle, réalise des aménagements et fait aussi de la fabrication de projets un peu plus expérimentaux liés à la matière. Voilà. Donc ça a été un long parcours je finis vite, un long parcours pour monter cette espèce de schmilblick à 3 têtes. Et donc on navigue chacun, les 7, entre ces 3 structures. Mais aujourd'hui, du coup, c'est quelque chose qui fonctionne maintenant assez bien au bout de 3 ans de montage juridique. Les pistes que ça nous montre, c'est que en effet, l'expérimentation permet d'assumer le multiscalaire, et en tout cas en France, c'est quelque chose qui est qui est difficile à appréhender, et c'est plutôt une notion de design anglo-saxonne, de se dire c'est la conception en général, et que notre rôle, c'est plutôt d'articuler des enjeux de l'infiniment petit à l'infiniment grand, mais pas de se dire que l'architecte a pour rôle d'agir uniquement sur le bâti. Une autre piste, c'est comment on professionnalise en effet ces pratiques de collectif sans être en conflit avec l'institution ordinale, comment on peut avoir une pratique transversale et un suivi continu des opérations, de la programmation, de la maîtrise d'œuvre à la fabrication, sans être contraire à cette institution ordinale et à notre déontologie. Donc on voit évidemment une segmentation également très très française qu'il faut arriver à contourner. Cette segmentation, c'est aussi la segmentation des marchés qui pose un problème quand on veut s'inscrire sur un territoire, évidemment, et qui, pour rejoindre ce que disait Patrick, n'est pas une question de copinage, mais plutôt d'agir en confiance et d'agir avec des amis, de créer petit à petit cette confiance qui se crée sur le long terme et qu'on ne peut pas omettre. Et donc on se demande parfois si la suspicion du conflit d'intérêts empêche la convergence d'intérêts, finalement. La 7e et dernière piste, c'est qu'on voit bien aussi les limites, et il faut savoir s'en méfier de vouloir tout faire. Et il faut savoir à quel moment on veut construire, et si on sait construire. Nous, on a fait le choix, certains ont fait le choix de se diplômer pour ça. Si l'on souhaite construire pour expérimenter et que ce n'est pas pérenne, en effet, on a tous les droits. Si on souhaite que ce soit pérenne, il faut faire très attention, on risque d'être un mauvais architecte et un mauvais constructeur. Et qu'il faut plutôt aller vers une logique de coopération. Et nous, ça, c'est plutôt l'ESS, donc pas du tout le milieu de l'architecture qui nous l'a appris, l'économie sociale et solidaire avec les coopératives, pour savoir comment on travaille en coopération et non plus en concurrence, qui est aussi quelque chose qui est un héritage très, très architectural.
Et pour ouverture, juste pour nous, le récit, ça a toujours été très important et je pense que c'est aussi ce qui va guider la chaire, ce qui guide le travail de la preuve par 7, à la fois pour constituer un vocabulaire commun entre pairs et entre citoyens, à la fois pour pouvoir avoir un regard réflexif sur son expérience, et puis pour capitaliser les expériences, certes, même si on sait qu'il faut du terrain, il faut cette expérience réelle, il ne suffit pas de lire. Et donc pour lire, c'est surtout de donner envie et espoir à travers ce récit-là. Merci beaucoup.